Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 117. J'espère que, comme toutes les semaines, tu as la forme. J'espère que tu passes une très bonne journée et une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler nutrition. La semaine dernière, on a parlé des outils pour calculer vos calories, pour traquer pas mal d'éléments pour être en meilleure santé. Aujourd'hui, on fait un retour sur l'alimentation et on va parler des aliments essentiels pour votre alimentation. Qu'est-ce que je vous recommande de consommer quasiment tous les jours, très honnêtement. C'est une liste, vous allez voir, de 10 aliments, voire plus, qu'on va voir ensemble. Je vais élaborer toute petite méthode pour vous expliquer comment choisir dans ces types d'aliments, comment les choisir ensuite au supermarché ou les acheter. Évidemment, c'est pas juste vous sortir une liste. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Vous allez le voir via différentes sources. Et juste avant qu'on démarre, vous le savez, la perte de poids, la bonne santé, c'est surtout une question de diversité dans l'alimentation. Je le vois parce que j'ai beaucoup de gens que j'ai au téléphone toutes les semaines, beaucoup de gens qui arrêtent certains types d'aliments, catégories d'aliments, voire macronutriments, et ce n'est absolument pas le but de ce podcast aujourd'hui. Simplement, je vais vous donner 10 types d'aliments que je vous conseille. Il y en a d'autres. J'ai fait un podcast notamment qui s'appelle sur ma liste de courses, je ne sais plus comment il s'appelait, où je donnais une liste complète. Là, on ne va pas parler de la liste complète, on va entrer dans le détail et comment les choisir. Il y a d'autres aliments, donc si j'en ai oublié, rassurez-vous, c'est normal, je ne consomme pas et je ne vous conseille pas de consommer que 10 aliments régulièrement. Bien sûr, il y en a bien plus. Choisissez d'ailleurs des aliments que vous aimez avant tout. C'est le critère numéro 1 d'ailleurs de sélection d'un aliment. Est-ce que vous l'aimez ? Et ensuite, on va le voir comment choisir aussi les 10 autres aliments. Évidemment, juste pour rappel, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. C'est juste certains aliments qui sont plus ou moins caloriques, des aliments qui sont plus ou moins transformés, des aliments qui sont plus ou moins riches en nutriments. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir, et c'est comme ça un petit peu les critères de sélection que j'ai eu pour sélectionner ces 10 aliments. Certains sont plus des aliments plaisir que d'autres, mais certains sont extrêmement bons pour la santé, donc je vous le recommande. Mais si vous n'avez pas ce type d'aliment dans votre alimentation et que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas le consommer parce que vous avez des intolérances ou quoi, pas de problème, tous les aliments sont remplaçables. D'accord ? C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas culpabiliser en écoutant une liste comme ça, parce que sinon après on s'en sort plus. Donc je vais être réaliste avec les aliments, je ne vais pas vous sortir des aliments, vous le savez, sortis du noix de Brésil ou je ne sais pas quoi, même si c'est certainement très bon les noix du Brésil, même je le sais, mais restons cohérents aussi par rapport à ce que la plupart des gens peuvent acheter, doivent acheter, et voilà, tout simplement, on va faire ça comme ça, et on va commencer très rapidement par le numéro 1, mais vous le savez, je pense que vous le savez, mais on va surtout comprendre comment le choisir, ce sont les œufs. Les œufs, déjà, c'est une excellente source de protéines, ça vous le savez, et en fait, c'est extrêmement riche en acides aminés. Les acides aminés, on en parle souvent, même des fois dans certains types de boissons protéinées, c'est marqué riche en BCA, riche en acides aminés finalement. Sachez que quand vous consommez des œufs, vous avez tous les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin. Donc, déjà, c'est une bonne chose. À quoi ça sert ? Ça sert à réparer les tissus et à construire du muscle, grossièrement. C'est également riche en vitamine B. Les œufs est donc essentiel pour produire de l'énergie, faire fonctionner le cerveau, ainsi que la choline, et il nous parle de la choline, qui est cruciale pour le développement du cerveau et les fonctions hépatiques. Bref, les œufs, c'est un super aliment, concrètement, mais tous les œufs ne se valent pas. Même si, bon, il y a des aliments pour lesquels, effectivement, vous allez le voir, même pour l'aliment sur les dernières, notamment au niveau de la viande, en fait, le type d'élevage, etc., va avoir un gros impact. Sur les œufs, très honnêtement, l'impact est un peu moins important sur comment ça a été élevé, etc. Il y a aussi une question d'éthique, on va le voir, par rapport aux œufs. Donc, concrètement, essayer d'opter pour des œufs de poules élevées en plein air, évidemment, pour une meilleure qualité nutritionnelle. Et même au niveau éthique, dès qu'on parle animal, je trouve que c'est évidemment bien mieux de choisir des œufs. Moi, je ne prends pas d'œufs voilà, qui seraient élevés dans des conditions pas terribles, clairement. C'est vraiment pas le but. Surtout que les œufs, c'est quand même relativement accessible. C'est quand même un gros point positif, c'est que c'est relativement accessible au kilo, je crois. J'ai pas le prix en France, mais c'est quand même assez accessible. Et donc, vous pouvez quand même faire des choix. Pareil, il y a différents types. Il y a la filière bleu blanc cœur qui est assez connue. Il y a des œufs label rouge aussi. Il y a des œufs de louée notamment. Des œufs bio aussi. Bref, en fonction de votre budget, faites
le choix qui correspond. Juste pour rappel, hein, sur la coquille, vous avez aussi des chiffres qui désignent le mode d'élevage. Donc s'il n'y a pas de numéro, en gros, ça voudrait dire que ce sont des œufs qui proviennent de poules de ferme. Le code 0 indique des produits bio. Le code 1 signifie que les poules sont élevées en plein air. Et les chiffres 2 et 3, entre guillemets, ils disent ne doivent pas être privilégiés. Parce que le numéro 2, c'est des poules qui sont élevées au sol. Et le numéro 3, élevées en cage. Voilà. Les 2 lettres qui suivent ensuite affichent le pays d'origine. Donc c'est marqué FR, c'est la France. Évidemment, essayez de consommer français de manière générale. Ça me semble plus logique. Et ensuite, les chiffres que vous verrez, c'est le numéro d'identification du producteur. Et enfin, la DLC, la date de consommation. Donc voilà, par rapport à ça. Donc en gros, choisissez filière bio, bleu, blanc, cœur, label rouge si possible. Forcément, ça c'est des filières dans lesquelles c'est pas élevé en cage ni au sol, c'est élevé en plein air, je pense, même c'est sûr. Et voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose. Évitez forcément de choisir des œufs qui sont cassés ou fissurés, forcément faut les jeter, hein. Risque de contamination, je vous le dis quand même, au cas où. Donc voilà, par rapport à ce premier aliment qui est, comme je l'ai dit à chaque fois, mais c'est l'aliment le plus facile enfin c'est top, quand tu le digères bien et tout, c'est top. Comment le faire, je vais aussi vous parler de ça. Assez facile, vous pouvez le faire, vous savez, des œufs durs, des œufs pochés, en omelette, des œufs brouillés. Moi je sais que je l'ai fait un peu classiquement, j'aime bien garder le jaune coulant parce que le jaune c'est là où il y a effectivement les bons lipides, et quand le jaune est cuit, donc c'est-à-dire que tu fais des œufs durs, tu perds quand même pas mal de nutriments. Donc c'est pour ça que moi je préfère les œufs coulants entre guillemets, pour absorber un maximum de nutriments tant qu'à faire, hein. Donc voilà, ça c'est pratique. Les œufs vous pouvez les faire au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, même en snack en œufs durs. Donc, en vrai c'est vraiment l'aliment numéro 1 qui respecte tous les critères économiques, bon pour la santé, pratique. Bon en goût, la plupart des gens, voilà, après il faut s'y faire. C'est vrai que si t'as pas l'habitude de manger des œufs, moi je sais qu'avant j'en mangeais très peu. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, j'ai commencé à manger beaucoup plus, et maintenant c'est vrai que je trouve ça excellent, tu vois. Donc voilà, encore une fois, vos goûts peuvent évoluer, mais les œufs, pour moi, c'est un indispensable, évidemment. Numéro 2, des aliments que je recommande, qui sont des super aliments, des aliments que je vous recommande pour toute la vie, entre guillemets. Ce sont les baies et les fruits rouges, notamment, tout ce qui est fruits. Même les myrtilles par exemple, c'est ultra intéressant, les baies de goji et tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est riche en antioxydants. Pareil, ça va aider à réduire l'inflammation, à prévenir plusieurs maladies chroniques évidemment. Bonne source de fibres, alors après on peut en manger des tonnes, mais c'est quand même une bonne source de fibres, donc ça aide à réguler aussi le système digestif, c'est toujours mieux. Les baies c'est pratique, tu peux en faire dans des smoothies, tu peux en mettre avec des céréales. Moi je sais que souvent je prends des myrtilles aussi avec des céréales très souvent, tu poses ça, c'est comme un topping si tu veux. Ça c'est facile, dans les yaourts aussi, bref. Voilà. Après le seul inconvénient pour ça, ça peut être le prix, évidemment. Pas obligé d'en manger tous les jours, mais je pense qu'une fois par semaine, si tu arrives à en prendre, c'est quand même cool. Ils disent, je suis aussi sur des sites pour essayer d'avoir plus d'informations. On peut également les congeler pour prolonger leur durée de conservation et être utilisés hors saison. Bon, j'ai jamais fait le test, mais je pense qu'il y a moyen de faire ça évidemment. Bref, les baies, j'ai du mal à ce que souvent je le dis en anglais, c'est un peu chiant, mais les fruits rouges de manière générale, super fruits. Il y a d'autres fruits, hein, évidemment, on va en parler, hein, d'accord, ne t'excite pas. Mais en tout cas, les baies, myrtilles, tout ça aussi, c'est super, je pense. Fruit numéro 3, non. Aliment numéro 3, et là, il y en a qui vont pas forcément aimer, c'est un peu polémique, et d'ailleurs, je trouve ça assez rigolo. C'est le fromage blanc protéiné. Le fromage grec, le fromage blanc, ce que tu veux. Le yaourt de manière générale. Alors, les yaourts, c'est un sujet qui est assez vaste. On a été poussé, les gens de ma génération, dans les années 90, avec des campagnes de pub sur les produits laitiers. On nous a vraiment endoctrinés sur les produits laitiers, c'est vrai. Riche en calcium, etc. On se rend compte que finalement, le calcium, il est présent dans plein de trucs, et que personne n'est carencé en calcium. À partir de 20 ans, entre 20 et 60 ans, t'es pas carencé en calcium, il y a peu de chance, apparemment. Donc, en vérité, on n'a pas forcément besoin de boire du lait, etc. Mais moi, je trouve des intérêts au fromage blanc. Je vais vous expliquer après comment le choisir, mais c'est déjà une bonne source de protéines. Si tu as du mal à atteindre ton quota de protéines, c'est toujours cool. Des protéines maigres, entre guillemets, donc pas associées avec énormément de gras, on va le voir après. Donc ça aide à la récupération musculaire, construction de muscles, évidemment. Sensation de satiété aussi. Le fromage blanc, je trouve que ça te fout quand même un gros pavé,
et c'est peu calorique, donc ça te fait quand même une bonne une bonne sensation de satiété, ça c'est quand même important en perte de poids et même de manière générale quand tu contrôles tes calories. C'est riche en calcium évidemment, bon voilà, ça je l'ai dit. Quand vous choisissez comment choisir un fromage blanc, ça c'est important. Je me suis rendu sur plusieurs sites. Moi, je sais comment les choisir. Enfin, je vais vous donner mon avis, mais je vais aussi nuancer. Il y a plusieurs sites qui en parlent. Tout le monde donne son avis sur les fromages blancs. Et patati, et le skyr c'est trop cher. Et moi, je prends les petits Suisses parce que c'est moins cher. Ok, on a le débat. Ça fait 3 ans que je suis sur Instagram. Ça fait 3 ans que j'ai le débat avec tout le monde. Oui, les petits Suisses, c'est très bien. C'est très protéiné finalement. Les petits Suisses, je ne sais plus combien de pourcents de matière grasse, les plus bas. C'est super. Le seul problème, c'est toute la dose de plastique qu'ils nous donnent. C'est-à-dire qu'un petit Suisse, c'est tout petit, et à chaque fois que tu veux en manger 2 ou 3, il faut plein de plastique. Donc, moi, honnêtement, ça dégage. Voilà, je suis désolé, mais ça dégage trop de plastique pour rien, ça m'énerve. Je préfère acheter limite des gros pots de 1 kg. Le seul inconvénient, c'est qu'une fois que tu as commencé, c'est difficile de s'arrêter. Mais voilà. Et ensuite, comment le choisir? Généralement, effectivement, il faut regarder le nombre de calories. C'est le premier truc que je conseille sur un fromage blanc. Nombre de calories pour 100 grammes. Généralement entre 50 et 80-90 calories pour 100 grammes. Au-dessus, ça veut dire qu'il y a soit beaucoup de sucre, soit beaucoup de gras. On va le voir. Ça, c'est la première chose. La liste des ingrédients aussi. Parce que ce qu'on veut pas, c'est prendre un fromage blanc avec plein d'ingrédients. Ça voudrait dire qu'il y a quand même des choses un peu bizarres. Généralement, des sweeteners, je sais pas comment dire en français, des édulcorants, des choses comme ça, des sucrants, voilà. C'est pas forcément conseillé. Déjà, si tu prends du Coca Zéro, des choses comme ça, tu as déjà des édulcorants, donc on va pas en s'en rajouter un plus. Avec du fromage blanc, je vois pas trop l'intérêt, même si on n'a pas encore les résultats définitifs sur la santé, on va quand même faire attention. Donc du fromage blanc, on peut transformer. Prends pas du fromage blanc avec des fruits dedans. Hein. Les fruits dedans, c'est de la mauvaise qualité, les fruits qui foutent dedans, et il y en a très peu, et bref, ça va juste augmenter le prix et rajouter un petit goût sucré, mais c'est vraiment pas ouf. Rajoute justement les myrtilles ou les baies de goji qu'on a vu juste avant, hein, dans ton yaourt, ça sera bien mieux. Si tu as besoin d'un peu de sucré, un peu de sirop d'agave, un peu de miel, s'il y a besoin. Maintenant, le gros truc, c'est est-ce qu'il faut prendre 0% de matière grasse? Moi, j'entends beaucoup de bêtises sur ça. Beaucoup de choses disent ouais, 0%, le light c'est hors de question, c'est très dangereux, etc. Bon, les gens vont nuancer, on va se calmer, tous ceux qui pètent un peu pour ça, vraiment, c'est vraiment pas grave. Tu peux prendre du 0%, tu peux prendre du 2%, 3%, 4%, 5% de matière grasse, c'est juste que ça va être un peu plus calorique. Effectivement, et ça c'est vrai, le 0%, la seule limite par rapport à ça, c'est qu'en fait, en enlevant la matière grasse, on diminue apparemment l'absorption du calcium et de la vitamine D. Parce qu'effectivement, il y a quand même du gras intéressant dans le lait, hein, ça vient du lait, et donc c'est pas forcément obligatoire de s'en couper à 100%. Donc je dirais, et c'est ce que recommandent un petit peu les nutritionnistes, en tout cas que ce que je vois là, d'opter pour des références à 3%. Comme ça au moins tu as un peu de matière grasse, tu n'as pas le total calorie qui augmente à fond, parce que le problème de la matière grasse c'est que 1 gramme de lipides est égal à 9 kilocalories, donc ça monte quand même assez vite, c'est bien le problème. Donc voilà, on va quand même nuancer, parce que si tu prends 100 grammes de fromage blanc ou grec ou ce que tu veux avec énormément de matière grasse, tu peux doubler quasiment les calories. Donc sans t'en rendre compte, en disant je prends un fromage blanc, c'est bon pour ma santé, sans t'en rendre compte, tu peux ajouter pas mal de calories, et ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu peux te retrouver en surplus calorique, et donc construire du gras, et donc être en moins bonne santé l'un dans l'autre. Donc voilà, trouver justement un truc cohérent. Tout ce qui est fromage blanc, j'en ai déjà parlé, ou fromage protéiné, iPro, etc. Moi, quand je suis en France, j'en prends de temps en temps. Si vous pouvez en prendre pour le goût, pour la praticité, etc. Est-ce qu'il faut en manger tous les jours? Pas forcément, c'est comme tous les aliments transformés, il y a quand même des édulcorants ajoutés. Donc dans le doute, moi personnellement, dans le doute, j'en prendrai pas tous les jours. Mais voilà, de temps en temps, c'est quand même top. Tout ce qui est produit Activia, bio. En fait, en France, j'ai déjà dit, hein, mais on a un choix de yaourt. Bon, je pense qu'on a le plus gros choix de yaourt au monde. Vraiment, enfin au monde, j'ai pas été dans tous les pays du monde, mais honnêtement, j'ai jamais vu ça. On a un choix qui est immense. C'est top, hein, d'ailleurs, c'est top. Mais je dirais que 80-90%, c'est quand même sacrément de la merde. Beaucoup de yaourts aux fruits qui sont du fake fruit. Beaucoup de yaourts très sucrés. Pas du tout protéinés. Donc en fait, pas très très intéressant finalement en termes de santé, juste en termes de goût. Et on a vraiment été, nous, c'est vrai, français, notre génération, ou francophone si tu m'écoutes, bercé par je finis mon repas par un yaourt. C'est vrai que c'est pas forcément, tu vois, en Asie ils finissent pas forcément par un yaourt, eux ils finissent souvent par un truc très sucré, un gâteau ou je sais pas quoi, donc c'est pas forcément mieux.
Et ici, les yaourts, c'est vrai qu'en termes de choix, c'est pas énorme. Ils importent d'ailleurs les yaourts de l'Australie généralement. Et quelques yaourts thaïlandais, mais ils sont vraiment pas très protéinés, pas ouf. Et ce yaourt protéiné, c'est des yaourts australiens qui viennent par avion, donc, ou je sais pas comment, mais c'est un peu bizarre. Donc bref, c'est pas ouf. Mais en tout cas, en France, on a le choix. Moi, je sais que quand je vais en France, je suis content de retrouver les yaourts. Ils sont cool. Donc voilà, il y a beaucoup de choix. Prenez ce qui vous fait plaisir avant tout. Regardez un petit peu tout ça, la liste des ingrédients et faites-vous plaisir, évidemment. Bref, j'ai passé beaucoup de temps sur ce numéro 3 parce que c'est un truc que j'aime bien. Bref. Aliment numéro 4, les fruits à coque. Les fruits à coque, pourquoi ? Parce que ça contient des graisses mono et polyinsaturées, bénéfiques pour le cœur. C'est aussi une bonne source de fibres et de protéines, ainsi que de vitamine E, un antioxydant puissant. Je vais mettre quand même un bémol, tu n'auras pas ton quota de protéines en mangeant des fruits à coque. C'est quand même sacrément du bullshit. Oui, il y a un peu de protéines, mais les quantités sont tellement moindres que c'est comme le beurre de cacahuète, c'est pas ça qui va te faire atteindre ton quota de protéines, parce que c'est beaucoup plus riche en lipides qu'en protéines, donc très riche en calories. Donc voilà, les fruits à coque, moi je conseille d'en consommer entre 8 et 10. Alors oui, je les compte, mais entre 8 et 10. Au-dessus, tu vas voir que ça va te faire plus de 100 calories et du coup, tu vas avoir moins de marge. C'est pareil, tu vois, si tu prends ce que je disais tout à l'heure, mais les produits riches en lipides, c'est quand même, ça fait exploser la balance calorique. Donc, si tu prends du fromage blanc, 10% de matière grasse, plus tu prends une grosse poignée d'amandes dessus, tu peux te retrouver avec un truc à 300 calories alors que c'est pas normal, tu vois. Donc juste fais gaffe à ça. C'est très pratique. Évidemment, choisissez les fruits à coque. Moi j'aime bien les amandes, hein. Concrètement, les amandes, tout, tu peux prendre ce que tu veux, mais évitez de les prendre salées, évidemment. Les trucs ultra salés et comment on appelle ça, grillés, c'est un peu tronqué parce que c'est très transformé, donc forcément tu rajoutes beaucoup de sel pour pas grand chose. Comme tu le sais, le sel c'est à consommer avec modération, surtout que c'est pas du sel de bonne qualité généralement. Donc voilà, pareil, hein, voilà, c'est logique. Mais voilà, faut faire attention quand même. Tu peux les utiliser pour un encas, c'est vrai que tu prends une petite poignée avec ton encas, avec ton fromage blanc comme je disais, mais en contrôlant. Tu peux les mettre dans des salades, dans des plats cuits, dans des pâtisseries, dans plein de choses. Ça c'est vraiment cool. Sinon, pour les choisir, j'ai aussi trouvé des infos sur ça. Tu peux aussi les choisir en farine. Ça c'est pas mal. T'as des farines ou en purée. J'avais oublié. Les purées d'amandes, ça j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien. Alors c'est un peu transformé, mais moi je trouvais ça cool. À un moment j'avais du mal à manger les amandes comme ça. Enfin, pour une poignée d'amandes juste comme ça me fait pas trop kiffer, je vais pas te mentir. J'en mange de temps en temps, mais ça me fait pas trop kiffer. Là en ce moment j'en ai dans le granola que je mange. Le granola je l'ai pas mis dans la liste parce que c'est pas forcément ce que je recommande tous les jours, mais ici j'en prends. Et ils foutent 16% d'amandes, ce qui est assez élevé. D'habitude dans les céréales et tout ça ils mettent peu d'amandes, ça coûte un peu cher. Mais ici ça coûte moins cher, donc ils en foutent pas mal et je trouve ça cool. Et bref, les purées d'amandes aussi, noix de cajou, noisettes, etc. Donc ça c'est cool. Tu peux faire des bonnes recettes. Tu vois, là c'est une recette par exemple de farine à utiliser comme pas. Ah non, c'est une purée, pardon. Oui, pour faire une purée, là, il nous donne une recette de purée d'oléagineux, si tu veux, avec 100 g d'amandes, 100 g de noisettes, 50 g de noix de cajou. Et en gros, tu faites torréfier les amandes, les noisettes dans une poêle à feu très doux, sans ajouter de matière grasse, remuer, etc. Laisser tiédir, et, bref, broyer. Enfin, bon. Vous trouverez des recettes sur internet si vous voulez le faire par vous-même. Ça peut être une bonne idée, effectivement. Dans les magasins bio, il doit y en avoir aussi de pas trop mal qualité, donc vous pouvez essayer de regarder aussi. Essayez de prendre des. C'est vrai que si vous prenez des fruits à coque bio, c'est sans doute mieux, évidemment. La plupart du temps, je pense pas qu'il y ait une grosse différence de prix. Vous savez, sur le bio, il y a des fois des grosses différences de prix. Autant sur certains aliments, pas trop. Et je crois que sur les amandes et tout ça, il n'y a pas trop de différence de prix, si je ne me trompe pas. Donc essayez de tester. Si vous avez le budget et le choix, je pense que ça peut être une bonne idée de tester tout ça. On passe au numéro 5. Au numéro 5, l'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, ou même les olives, je l'ai déjà dit dans un épisode précédent. Les olives ou l'huile d'olive, c'est top, c'est riche en lipides. Oui, les lipides ne sont pas arrêtés. Les lipides, c'est la vie, j'ai déjà dit dans l'épisode d'avant, donc je vais passer assez vite. C'est riche en acides gras monoinsaturés. L'huile d'olive, ça aide à réduire le mauvais cholestérol LDL et à augmenter le bon cholestérol HDL. Elle contient également des antioxydants qui luttent contre l'inflammation. Comment choisir ? On va le voir après, son huile d'olive. Donc une huile d'olive extra vierge qui est de plus haute qualité et contient le plus d'antioxydants. On peut l'utiliser pour assaisonner effectivement ses salades, pour cuire à basse température ou à température, pour foutre ça à 300 degrés. Peut être utilisé dans les marinades, dans les sauces, etc.
C'est très calorique, donc attention, une cuillère à soupe, ça fait à peu près 90 calories, je crois. Donc, attention. Moi, mon petit tip sur ça, et on va le voir après pour comment choisir, c'est de choisir une huile d'olive, effectivement, on va le voir, d'une filière respectueuse. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Les origines lointaines, c'est pas forcément ce qu'on recommande. Euh, et attendez, hop, je me suis remis dessus, voilà. Ils nous disent comment reconnaître une huile d'olive de qualité. C'est vrai que je suis pas expert huile d'olive, mais je me suis renseigné un petit peu quand même sur ça. Donc une huile d'olive extra vierge, ou vierge extra, ils mettent ça dans ce sens-là, parce que du coup, faible contenance en acide oléique. Voilà, apparemment. Elle se conserve aussi plus longtemps. Il convient de se méfier des huiles d'olive vendues en supermarché et qualifiées à tort d'extra vierge. Si le prix est un bon indicateur, celui d'une bonne huile s'élevant forcément à un certain prix. Toute qualité a un prix, on va pas se mentir. Si aujourd'hui tu veux faire des économies sur tout, forcément que tu n'auras pas la meilleure qualité, faut être logique. Mais je pense que tu peux trouver un bon rapport qualité-prix. C'est bien possible. Ils nous disent achetez votre huile d'olive en petite quantité. Pourquoi Parce qu'en fait, ça ne se conserve pas ultra longtemps. Alors, sauf si tu es un gros consommateur d'huile, consommatrice d'huile. Sinon, effectivement, prends pas des pots énormes parce que forcément, avec la lumière, la chaleur, effectivement, l'huile d'olive s'oxyde, elle perd en saveur. Vérifiez aussi la date de limite de consommation. Et ils disent une bonne huile d'olive se conserve généralement 1 an. Bon, normalement, tu es censé finir ton huile d'olive en 1 an, ou alors c'est vraiment que tu consommes très peu de lipides. Donc du coup c'est dommage, mais voilà. L'huile d'olive n'aime pas la lumière, donc choisissez des emballages au flacon sombre plutôt que transparent, etc. Et rangez votre huile dans un placard à l'abri de la lumière. Il y a différents types aussi d'huile, hein. Après je suis pas expert sur l'huile. Ce que je voulais vous dire simplement sur ça, c'est choisissez si vous le pouvez pour des fois. Alors je sais pas si c'est forcément l'huile d'olive la plus qualitative, mais en tout cas celle en spray, ça permet vraiment de contrôler les calories plutôt qu'une cuillère ou même tout simplement tu le verses. Si t'as pas envie de te faire chier avec une cuillère pour savoir combien t'en as, honnêtement le spray c'est cool. En tout cas moi le spray ça me servait surtout pour cuire quand tu fais des cuissons justement avec de l'huile d'olive. Le fait d'avoir un spray c'est quand même plus pratique, ça baigne pas dedans parce que c'est vrai que quand tu fous on va pas se mentir, quand tu verses ton huile d'olive, ça baigne dedans et c'est là où ça devient problématique si tu veux. Donc, voilà, l'huile d'olive, super aliment. Numéro 6, l'avocat. Et oui, l'avocat. L'avocat, c'est top. Le seul inconvénient, c'est qu'en France, il n'y en a pas. Je ne sais même pas si on en fait en France. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que on l'importe. Et donc, forcément, au niveau écologique, c'est pas le mieux. Mais en tout cas, l'avocat, c'est une source extrêmement intéressante de graisse, de lipides, de bons lipides, d'acides gras monoinsaturés, donc c'est bon pour le cœur, également riche en potassium, encore plus riche en potassium que les bananes apparemment, et en fibres, ce qui aide à réguler l'appétit et le taux de sucre dans le sang. Comment choisir un avocat mûr? Ça, c'est par contre la grande question. Il y a beaucoup d'avocats qui sont vendus en supermarché et qui sont dégueulasses, tu peux jamais manger, ils sont tout le temps durs. Donc c'est un peu chiant. Et c'est vrai que pour les choisir, il faut essayer de les palper, hein, désolé. Euh, un avocat mûr devrait céder légèrement sous la pression sans être trop mou. Si vous achetez des avocats fermes, laissez-les mûrir à température ambiante pendant quelques jours. L'avocat peut être utilisé dans des salades, transformé en guacamole. C'est vrai que s'il commence à être trop mûr, tu peux le transformer en guacamole, c'est cool. Ou simplement manger avec une cuillère. Bon, pourquoi pas. Moi, j'aime bien le mettre dans certains trucs, dans des préparations. Peut être aussi utilisé comme un substitut de la mayonnaise dans des sandwichs. Bref, pourquoi pas. Pour le choisir, cet avocat-là, il y a quand même des techniques. Donc, regardez la couleur de la peau. Effectivement, les avocats qui ne sont pas mûrs ont une peau verte et brillante, tandis que les avocats mûrs ont une peau foncée, presque noire. Ça, normalement, je pense que vous le savez. Vérifiez la texture, donc en touchant. Désolé, je me touche. Justement, je me touche parce que j'ai une araignée qui est pas loin de moi. J'espère que je ne vais pas me transformer en Spider-Man pendant le podcast. Donc, bref, vérifiez la texture. Votre fruit en 3 ou 4 points avec un doigt, c'est ce qu'ils disent. Bon, je sais pas de quoi ils parlent, vous avez compris. Bref. Et oui, assurez-vous que ça s'enfonce uniformément. C'est vrai que si tu as un moment dans ton avocat, le truc qui s'enfonce complètement, ça veut dire qu'il est un peu en train de pourrir. Donc c'est pas ouf. Enlevez aussi le pédoncule. Alors ça, c'est vrai que le pédoncule, c'est le petit truc en haut, le petit chapeau, je sais pas quoi. Quand tu l'enlèves, en fait, tu peux voir un petit peu à l'intérieur et ça te permet de voir un peu la couleur de l'avocat. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Petite technique pour faire mûrir l'avocat plus vite aussi apparemment. Vous pouvez le placer dans un sac en papier avec une pomme ou une banane. Les fruits dégagent de l'éthylène et ça accélère le processus de mûrissement de l'avocat.
pouvez aussi le mettre à température ambiante, loin de la lumière, direct du soleil pour accélérer le processus de mûrissement. Bref, l'avocat, c'est bien, c'est top. Pareil, c'est très calorique, mais c'est bon. Un demi-avocat par jour, je trouve que c'est top. Vraiment, c'est top, top, top. Si vous pouvez, c'est génial. Numéro 7, les épices et les aromates. Oui, bah oui, évidemment, on ne veut pas manger sans avoir de plaisir, sans avoir de goût. Autant les sauces, oui, c'est très calorique, etc. Les sauces, c'est cool, mais les épices et les aromates, c'est quand même la vie. Donc voilà, non seulement ça ajoute de la saveur, ça ajoute pas forcément de calories, ou très peu, ça possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent aider à prévenir des maladies. C'est comme le but. Comment choisir vos épices? Alors ça c'est pareil, il y a tout un dossier. Alors si vous voulez vous renseigner sur tel ou tel truc, vous pouvez aller creuser encore plus évidemment. Moi je vous donne des indications pratico-pratiques. D'ailleurs, je suis en train de boire quelque chose que je vais vous expliquer juste après. Dans les aliments à consommer tous les jours, mais je pense que vous allez vous en douter, vu que j'en ai parlé à chaque épisode. Les épices et aromates, pardon. Les épices type cumin, curcuma, curry, poivre, gingembre moulu, paprika, piment doux, noix de muscade, clou de girofle, safran, les aromates, persil, basilic, ciboulette, aneth, cerfeuil, coriandre, romarin, ail, oignon, bref, il y en a plein. Ça peut être ajouté dans vos préparations, sur vos viandes, sur vos poissons. Vous pouvez mélanger, vous pouvez faire des trucs, des dingueries pour le poisson, l'aneth, l'oseille, etc. Le coriandre pour les viandes, vous pouvez mettre du cumin, du piment, du curcuma, bref, il y a plein de choses, même pour les soupes, pour les crudités, bref. C'est génial. Évitez simplement les épices aromates qui sont très salées. Genre le curry, faut regarder, mais le curry c'est un mélange de pas mal de trucs. C'est pas mal, mais faut pas non plus, voilà, c'est pas le mieux. C'est un mélange de trucs. Donc bon, regardez quand même. Choisissez si possible des épices aromates peut-être bio, en tout cas pas forcément les grosses marques, tu sais, qui vont forcément peut-être avoir des sélections, on va dire, de produits un peu moins qualitatifs, du coup un peu moins riches en nutriments, en bons nutriments, peut-être, à voir. Mais bon, en tout cas, les épices aromates, il faut toujours en avoir avec soi. C'est un indispensable de tous les jours, ça c'est clair. Numéro 8, j'en ai parlé aussi dans un épisode précédent, la banane. Bah oui, donc je vais faire rapide. Les bananes, c'est une excellente source de potassium, donc c'est vital pour la régulation de la pression artérielle et le bon fonctionnement musculaire. Elles fournissent également une énergie rapide, ce qui fait un excellent encas avant ou après le sport. Oui. Comment choisir? Bah effectivement, si vous préférez des bananes moins sucrées, choisissez-les légèrement vertes. Si vous aimez les bananes un peu plus sucrées, bah, optez pour des bananes un peu plus mûres. C'est facile, vous pouvez les prendre partout, les emporter. Enfin bref, c'est comme l'œuf, la banane, c'est tellement pratique. Qui a inventé ça? Quel est le créateur qui nous a envoyé ces délicieuses bananes? Je ne sais pas. Pareil, moi je vais être franc, au début, les bananes, c'était pas mon gros kiff. J'ai après aimé. Encore une fois, je veux pas dire que c'est un kiff monumental de bouffer une banane. Honnêtement, si je devais mettre une échelle de 1 à 10, la banane, je dirais que c'est 6 ou 7, tu vois. C'est pas mon fruit préféré, mais c'est tellement pratique que, bah, tu vois, j'en mange tout le temps. Là, dans l'hôtel dans lequel je suis, ils donnent des bananes gratuitement. En gros, quand tu vas à la réception, tu peux en prendre. Donc j'en bouffe 2 par jour. Je dirais pas qu'il faut en bouffer plus que ça, parce que vraiment, à trop de fibres, tu lui fibres, quoi. Tu vas aller au chat tout le temps, mais c'est top comme fruit. Enfin, vraiment, génial comme fruit. Voilà, je peux rien dire de plus, c'est juste trop bien. Donc voilà. Comment les choisir? Voilà, juste regardez un petit peu, les prenez pas qui sont en train de pourrir dégueulasse, parce que vous allez en jeter. Le problème de la banane, c'est qu'on en jette souvent quand c'est trop mûr. Vous pouvez après les réutiliser, je crois qu'on peut faire des préparations, etc. Banana bread, etc. Alors, juste pour info, le banana bread, c'est pas sain. Hein. Des fois, j'en vois parce que c'est marqué banana, ils vont me dire ouais, c'est sain. Il y a plein de trucs comme ça. Pas vraiment. Hein. Mais tu peux essayer de te faire des gâteaux avec si tu arrives à faire des recettes un peu plus healthy, plutôt cool pour la famille ou voilà, pour les enfants, ce que tu veux. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, pas mal de choses à faire avec ces magnifiques bananes. Numéro 9, et je l'ai devant les yeux, c'est l'eau. Et oui, c'est l'eau. L'eau, qu'est-ce que c'est chiant, l'eau? Bah oui, l'eau, c'est chiant. Quand tu sais que là, tu vois, en Thaïlande, tu as les magasins 7-Eleven, tu rentres, tu as des vitrines, ou même en France, hein, tu vas à Carrefour ou je sais pas où, des frigidaires, des réfrigérateurs, je sais pas comment on dit, avec des centaines de boissons aromatisées, avec plein de trucs. Et toi, tu te retrouves à boire ta putain de bouteille d'eau qui a pas de goût. Et oui, bienvenue dans le monde des gens qui sont sérieux, qui se laissent pas embarquer par le marketing et qui ont suffisamment de volonté. Les gens qui boivent de l'eau, respect à vous, messieurs, dames, parce que c'est pas évident de boire de l'eau quand on sait
toutes les tentations qu'on a quand on sait que finalement tu pourrais boire du coca, et oui, le coca c'est meilleur que l'eau, on va pas se mentir. Pour la plupart des gens, il y a des gens dans des pays d'ailleurs où ils boivent plus de coca que d'eau parce que c'est moins cher le coca que l'eau. Oui, faites vos recherches, vous allez voir, vous allez halluciner. C'est un pays, moi j'ai rencontré des gens dans certains pays, ils n'ont pas bu une goutte d'eau depuis des années. Pour te dire, on est rendu là, donc c'est assez incroyable, hein, mais ils sont encore en vie d'ailleurs. Mais oui, ça existe des gens qui ne boivent pas d'eau. Bref, l'eau c'est la vie, c'est essentiel effectivement pour tous les aspects de la santé. Comme on dit, on est constitué, alors je sais plus comment il disait, mais je crois que c'est 60% d'eau. C'est combien? Ouais, 60% du corps humain est constitué d'eau, donc voilà, c'est important de boire, il disait, entre 1 litre 5 et 2 litres par jour, parfois plus, parfois moins. Mais comment choisir? C'est vrai que comment choisir entre l'eau minérale, l'eau gazeuse, l'eau de source, l'eau du robinet? Bah, j'ai trouvé un article intéressant, vous pourrez vous creuser un peu plus les mélanges sur ça, mais c'est extrêmement important de choisir son eau. Est-ce qu'il faut boire l'eau du robinet? Alors là, je ne veux pas vous influencer, c'est vraiment le choix de chacun. L'important, c'est de boire suffisamment. C'est vrai que toutes les eaux ne se valent pas, mais on va pas non plus se péter le crâne sur ça. En général, l'eau du robinet est de bonne qualité en France, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, ça dépend d'où vous habitez, enfin où vous habitez. Là où l'eau est captée, effectivement, des nappes souterraines, c'était proche de la montagne, c'était vers Annecy, etc. Je pense que tu peux boire l'eau du robinet, c'est tranquille. C'est vrai que si tu habites dans des régions où, je sais pas, dans le nord, ou je sais pas où, l'eau, tu sais que, voilà, que les nappes, elles sont polluées, etc. Bon, c'est un peu le problème, effectivement, parce que bah, ils vont foutre des produits, justement, pour que ce soit potable, mais pas forcément top, comme le chlore. Donc c'est un peu le problème. Ils disent en fonction des régions, l'eau du robinet est plus ou moins chlorée pour détruire les bactéries, et donc l'effet de consommation excessive de chlore favoriserait l'acidité du corps. Donc voilà, voilà, il y a aussi des. Je me souviens plus où c'est, mais j'avais rencontré quelqu'un qui buvait aussi de l'eau comme ça, et il y avait beaucoup de. C'était pas du chlore, mais ça faisait des espèces de cristaux, enfin bref, un délire. Donc voilà, il y a des endroits en France où effectivement l'eau n'est pas ouf. Certains mettent en cause aussi l'évidence, la présence de résidus de médicaments dans l'eau. Euh, Après, des fois, il y a aussi des gens qui paniquent, hein. Là, ils disent à ce jour, aucune étude scientifique n'a prouvé leur présence significative. Je mets quand même des bémols là-dessus parce que je vois bien aussi sur l'alimentation, dès qu'il y a une personne ou une mini-étude qui sort un truc, c'est la fin du monde, comme sur les compléments, etc. Donc je mets des bémols aussi sur ça. Voilà. Juste sur les carafes filtrantes, ça c'est important, j'ai trouvé ça pas mal. Étant donné que la confiance dans l'eau du robinet est très relative, des systèmes de filtrage sont adoptés dans le but d'obtenir une eau encore de meilleure qualité. Mais l'agence de l'ANSES, je sais pas comment on dit, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en fait, elle dit que l'efficacité de ces carafes est contestable. Alors, je suis désolé pour ceux qui en ont. Les cartouches de filtration se révèlent ainsi être des nids à microbes. Ah. Et les carafes filtrantes contribuent à la propagation de microbes dans l'eau. Donc, ça fait un peu chier. En gros, tu veux filtrer ton eau, mais le truc qui le filtre, en fait, il est plein de microbes. Donc, attention, c'est vrai que maintenant que vous me le dites, il y a des endroits où effectivement ils gardent le truc, ou même tu sais, t'as un robinet et t'as un espèce de truc filtrant. Si tu ne le nettoies pas ou si tu l'as depuis très longtemps, à mon avis, effectivement, c'est certainement un nid à bactéries, à microbes. Donc, c'est vrai que sur l'eau, on fait pas toujours gaffe, mais c'est aussi ça. Pareil, quand tu gardes tes bouteilles d'eau, tu sais, en plein soleil, dans la bagnole notamment, bah, sache que voilà, c'est pas du tout bon pour toi. Le lieu de stockage de l'eau est important aussi. On pourrait croire que c'est pas important, mais c'est très important aussi. Donc voilà, pour choisir son eau en bouteille, donc l'eau de source, elle provient des nappes souterraines situées dans toutes les régions de France. Elle est soumise à la même réglementation que l'eau du robinet, doit être remplie, on s'en fiche. Les eaux minérales, bon, c'est un peu mieux effectivement. Je pense. Le premier élément à prendre en compte dans le choix d'une bouteille d'eau est la quantité de résidus à sec qu'elle contient. Il s'agit de la quantité de minéraux, sodium, magnésium, sulfate, restant une fois que l'eau est évaporée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une bonne eau est une eau peu minéralisée. Une consommation excessive de minéraux peut être néfaste pour l'organisme. La présence de minéraux en grande quantité dans l'eau peut interagir avec ceux apportés par l'alimentation. Okay, bon. Bref, en gros, ils ont fait des tests. Ils disent que les eaux minérales doivent être donc consommées de façon limitée. Elles sont souvent trop riches en sodium et autres minéraux. Ça, tu vois, je savais pas. Certaines seraient refusées au réseau public de distribution à cause de leur fort taux en minéraux. Ok. En gros, par exemple, si tu es carencé, ils disent que l'eau minérale n'est pas une solution. Les déficits en magnésium ou en calcium ne peuvent être restaurés avec de l'eau. Ils doivent être restaurés à travers une meilleure alimentation. Apparemment. Ça, c'est Yuka d'ailleurs. Si jamais tu cherches la source, que je te l'ai pas dit, c'est Yuka.
Donc voilà, à prendre quand même avec des pincettes. Ils disent en revanche, les eaux de source contiennent nettement moins de minéraux et peuvent construire une utilisation quotidienne. Euh, Ils ont mis un classement avec un taux élevé de résidus à sec, taux de résidus moyen et taux de résidus faible. Vous regarderez, je vous laisserai regarder. Les eaux épars, Courmayeur, Contrex, Vitel ont un taux élevé, donc peut-être pas forcément consommer trop de ces eaux-là. Taux faible, Mont Blanc, Rosé de l'Arène, je pense que c'est Mont Roucous, je sais pas si t'as bien. Bref, le pH de l'eau doit être donc neutre également. Au niveau de l'acidité pour l'estomac, ils disent que le pH doit être neutre, compris entre 6,5 et 7, et que c'est marqué sur l'étiquette. Donc vous pouvez regarder l'étiquette de votre bouteille d'eau. L'indication du pH se trouve après celle des résidus à sec, donc entre 6,5 et 7 apparemment, pour que ce soit neutre et pour pas que de problème de digestion, etc. Apparemment. Au niveau des particules plastiques dans les bouteilles d'eau, effectivement, il y a un débat aussi là-dessus. De nombreuses marques seraient contaminées par de minuscules particules de plastique. Ça, effectivement, il y avait aussi des articles où ils comparaient les plastiques, etc., en différentes bouteilles. Je t'invite à regarder. Pourquoi pas. L'eau gazeuse aussi, c'est intéressant de temps en temps. Elle favorise la digestion, car le bicarbonate contenu dans l'eau contribue à la neutralisation de l'acidité. Faut pas en prendre tout le temps, mais voilà, le bicarbonate est utile aux sportifs pour diminuer l'acidité qui a été produite. Donc, moi, j'aime bien prendre de l'eau gazeuse de temps en temps. Pareil, je pense qu'il faudrait faire un choix dans les eaux. Ils disent qu'il vaut mieux privilégier une consommation occasionnelle d'eau gazeuse, la moins minéralisée possible et riche en bicarbonate de sodium, plus de 600 mg par litre. Ok. Pareil, après au niveau de l'environnement, les bouteilles d'eau plastique, ça fait chier. Je l'ai déjà dit aussi dans un épisode de la dernière fois. La fabrication d'une bouteille d'eau d'1,5 litre, ça demande pas mal de choses pour l'environnement. Donc voilà, ils disent que faire finalement avec son eau, pour votre consommation quotidienne, privilégier l'eau du robinet, peu chère, de qualité et respectueuse de l'environnement. Ok, bon. Si son goût ne vous plaît pas ou si vous êtes dans une région à risque, préférez une eau de source très faiblement minéralisée avec un taux de résidus à sec à 100 mg par litre et un pH situé entre 6 et 7. Évitez les eaux minérales si vous êtes en carence. Ne voyez pas l'eau minérale comme la solution et essayez de combler vos carences à travers une alimentation plus adaptée. Alors là, tu vois, j'avoue que je suis un peu circonspect. Éviter les eaux minérales. Alors moi, je pensais que c'était les eaux qu'il fallait boire. Je suis pas expert dans ça, mais je pensais, tu vois. Donc renseignez-vous. Je veux pas non plus. Là, j'avoue que je suis un peu. Bon, voilà. De toute façon, moi, j'habite pas. Je bois pas de l'eau Evian tout le temps, mais je pensais que c'était quand même une eau à privilégier. Apparemment, pas tout le temps. À mon avis, c'est comme pour tout. Il faut essayer de trouver un juste milieu, comme dans beaucoup de choses, je pense. Et donc voilà, par rapport à l'eau, on pourrait faire un podcast complet sur l'eau, on pourrait inviter un spécialiste de l'eau, mais voilà, on va pas s'en sortir, mais c'est un peu ça. Bref, c'était le numéro 9. Et bah, en fait, j'ai des petits bonus. Il n'y en aura pas 10, il y en aura un peu plus, un peu moins. Bref, je vais vous sortir 2-3 aliments de mon chapeau. Pas forcément des aliments ultra healthy et tout ça, non. Là, c'est des aliments que moi je recommande, que je trouve ça pratique. Et bah tout simplement les wraps. Les wraps, oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Avant, c'était mon aliment phare, le wrap au thon, le wrap au poulet, le wrap ce que tu voulais. Moi, je foutais des wraps à toutes les sauces. Spécialiste wrap pendant des années. Maintenant, j'ai arrêté, notamment parce qu'en Asie, il n'y a pas de wrap et parce qu'il y a d'autres aliments. Je préfère manger du riz actuellement que des wraps. Mais ça faisait quand même une source de glucides à peu près ok. Ça dépend des wraps et je vous explique un petit peu après. À peu près ok. Très pratique, c'est mieux que de bouffer du pain selon moi, sandwich, etc. Parce que du coup, bah là, tu peux mettre plus de... dans un wrap, tu peux mettre plus de thon, plus de légumes, plus de choses intéressantes qu'un sandwich. En fait, la grande partie du sandwich, c'est du pain. Tu peux rajouter peu de choses, que le pain, il prend beaucoup de place. C'est ça le problème. Que le wrap, c'est ça le gros avantage, c'est que tu peux mettre un peu ce que tu veux dedans. Ça coûte pas très cher. Ça prend pas beaucoup de temps à préparer, tu as juste à l'ouvrir. Si tu veux le manger un peu chaud, moi je le foutais à la poêle ou tu peux mettre au micro-ondes ce que tu veux pour que ce soit un peu plus chaud. Tu peux te faire comme des sacrés dingueries et ça prend pas beaucoup de temps de préparation. Moi je vous le savais peut-être, mais je suis un adepte de la préparation rapide des repas et le wrap répond parfaitement à ça. Donc, bonne alternative au sandwich, je trouve. Vous pouvez faire vos wraps maison, ça c'est quand même un truc. Ça prend pas beaucoup de temps. Il vous faut pas beaucoup d'ingrédients. Donc pour 2 wraps, il vous faut 2,5 centilitres d'huile d'olive, une petite cuillère de sel, 100 g de farine, 4 centilitres d'eau et c'est parti. Et c'est parti. En gros, avec ces aliments-là, vous les mélangez. Et vous pouvez... alors je suis pas expert, j'en ai jamais fait, je vais pas te mentir. Mais vous pouvez regarder des recettes très faciles. Et avec ces seuls ingrédients-là, vous pouvez vous faire des wraps assez facilement.
Moi, je faisais pas forcément des wraps, mais des crêpes protéinées aussi. Ça, je trouvais ça cool avec la farine de patate douce de chez NutriPure. Je prenais 3 œufs, 30 grammes de farine de patate douce, un peu d'eau, un peu de lait, et bim, terminé. Je fais un shaker. Je mixe si tu veux. Je fous ça sur la poêle et je faisais ça le matin. Très pratique, très bon. Et voilà. Pas forcément tous les jours, mais je trouvais ça pratique et relativement bon. Donc voilà, c'est pas un truc de ouf. Mais pareil, au niveau des farines, j'aurais pu le mettre, mais il y a quand même certaines farines qui sont mieux que d'autres, moins transformées. La farine de patate douce, c'est pas mal parce qu'il y a quand même un petit peu de nutriments. Celle de NutriPure n'est pas énormément transformée. Donc voilà, c'est un bon aliment selon moi. Les légumes surgelés. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de tant de légumes. Évidemment que les légumes, je vous les conseille tous les jours. Je veux dire, ça coule de source. Fruits, légumes, source de protéines évidemment, mais vous le savez. Mais les légumes surgelés, je trouve ça pratique. Évidemment, si tu as un maraîcher ou je sais pas quoi à côté de chez toi, va les prendre direct. Mais les légumes surgelés, ça permet de conserver les aliments. Enfin voilà, tu seras jamais en rade si tu as toujours des sachets de légumes surgelés, des petits mélanges chez toi. Tu seras jamais en rade, donc tu n'auras pas l'excuse de dire j'ai plus de légumes. Selon moi, un repas sans légumes n'est pas un bon repas. Déjà, ça, c'est la base. C'est la base. Tu ne devrais pas construire des repas s'il n'y a pas de légumes parce que tu vas pas bien le digérer. Parce que en gros, pour moi, si tu n'as pas de légumes dans les repas, en tout cas, c'est ce que je me dis. Je me dis, tu as fail ton repas. Sauf si c'est un repas vraiment plaisir et voilà, c'est le but de se faire plaisir. Mais sinon, pour moi, tu dois avoir des légumes à chaque repas, même en petite quantité de temps en temps. Mais au moins, garde cette habitude. C'est encore une fois une habitude. Quand tu fais pas de sport pendant une semaine, tu as fail ton habitude, concrètement. Si tu n'as pas, je sais pas, lu pendant une semaine, tu as fail ton habitude. Parce que 7 jours, c'est long. Et il faut arrêter de se dire, en 7 jours, tu as de l'habitude. Tu peux faire. Enfin, si tu fais pas un truc pendant 7 jours, c'est que c'est plus une habitude. Et quand c'est plus une habitude, bah, du coup, c'est pas partie de ton quotidien. Et donc, tu n'en tireras pas les bénéfices. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, comme pour beaucoup de choses, être actif, marcher, lire, s'informer, faire des choses tous les jours, c'est ce qui nous construit aujourd'hui. Et donc, les légumes, ça se te construit aussi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme les fruits. Bref, légumes surgelés, ultra pratique. Ça conserve aussi potentiellement les nutriments. Hein. Sache que des fois, les légumes frais, c'est pas forcément la meilleure option pour certains. Quand ils commencent à être un peu pourris et tout ça, bah, voilà, tu as moins de nutriments finalement que dans les surgelés, parce que les surgelés sont justement surgelés au moment où ils sont à maturation. Donc ça peut être quand même plutôt pratique par rapport à ça. Dernier aliment, vous le savez, c'est le poulet. On va me dire, oui, mais le poulet, je connais, c'est le truc de base, poulet, riz, brocoli, oui, ok. Bon, le poulet. Je vous ai mis le poulet quand même en bonus, parce que je connais la filière volaille, ayant travaillé 3 ans chez Auchan en tant que responsable d'un rayon volaille, et en ayant bossé 3 ans chez le leader européen de la volaille. Donc j'ai bossé 6 ans dans la volaille, donc je ne suis pas expert à 100%, mais je connais plus que la moyenne des Français, ça c'est certain. Donc je peux vous dire comment choisir votre volaille, je peux vous dire ce qui est bon et pas bon. Je ne vais pas être objectif parce que j'ai bossé pour une boîte, mais voilà, le poulet en tout cas c'est une excellente source de protéines. Personnellement j'en mange tous les jours, parce qu'il y a pas d'autres alternatives. Le bœuf c'est pas mal aussi, mais je ne conseille pas forcément tous les jours. Le poisson, oui c'est une bonne alternative, mais les poissons sont aussi très pollués. Bref, en gros, il n'y a aucun aliment qui est parfait, c'est juste ça que je veux vous dire. Parce que les gens vont me dire oui les poulets, machin. Oui, ok, pareil, il n'y a aucun poulet qui est parfait. Par contre, vous pouvez faire les bons choix. Il y a différents poulets. Tu as le poulet standard, le poulet certifié, le poulet label rouge et le poulet bio. D'accord ? Le poulet standard, c'est ce que tu retrouves dans les grosses caissettes, là, avec plein de filets de poulet, ou les trucs un peu économiques, ou le poulet voilà, qui est gros et qui a un peu une sale gueule. Bon, ça c'est le poulet, voilà. Ce sont des souches de croissance rapide. Donc voilà, ça c'est le bonheur de l'évolution scientifique. On a réussi à faire des poulets qui grossissaient très rapidement. C'est pas forcément bon pour eux, parce que leur corps grossit plus vite. Ils peuvent plus marcher au bout d'un moment pour certains. Donc c'est vraiment pas ouf en termes de... c'est pas ouf, tu comprendras. Les poulets standards, c'est le moins cher, mais c'est pas forcément ce que je recommande. Âge d'abattage entre 35 et 40 jours. Pas de normes, notamment sur la taille des poulaillers, donc ils se marchent un peu dessus. Entre 20 et 25 poulets par mètre carré. Donc tu te rends compte un peu par mètre carré, entre 20 et 25. Donc voilà, ils se marchent quand même dessus. Ils voient pas la lumière du jour. Hein, ils n'ont jamais vu la lumière du jour comme toi et moi. Et au niveau de l'alimentation, voilà, ils mangent un peu des trucs un peu bizarres. Bref, tu as le poulet certifié qui est une alternative un peu meilleure. C'est des poulets avec une souche croissance intermédiaire, 56 jours à l'âge d'abattage. Pareil, au niveau des densités dans le poulet, c'est un peu la même chose.
Ils voient pas l'heure du jour non plus. C'est la seule différence, effectivement, c'est la souche qui est un peu différente. Mais voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Il y a des alternatives. Le poulet label rouge, évidemment que je le conseille. C'est une source rustique à croissance lente. Donc c'est abattu au bout de 81 jours. Alors ça, c'est obligatoire pour les labels rouges. Donc si tu veux voir le label, c'est 81 jours. Donc c'est quand même mieux. C'est une souche un peu plus normale, je dirais. C'est pas des poulets un peu bizarres. La taille du poulailler aussi, donc 400 mètres carrés maximum. 11 poulets au mètre carré donc maximum, donc ils ont un peu plus d'espace. Espace en plein air. 2 poulets, 2 mètres carrés par poulet en appellation plein air et en appellation liberté. Alors oui, plein air et liberté, c'est différent. Liberté, ils peuvent quand même aller plus loin. Ils peuvent aller plus loin. Plein air, ils sont dehors, oui, mais ils peuvent pas aller partout. Je te dis ça, les poulets de louée, par exemple, sont élevés en liberté. Donc ils vont vraiment loin. Ils ont plus de place que simplement en plein air. J'ai vu des élevages de poulets de louée. C'est vraiment le top du top en France, en Europe et dans le monde. Concrètement, en termes de poulet, je parle de poulet à échelle grande distribution. Hein. Je ne parle pas du poulet de ton petit fermier. Mais en tout cas, ce qu'ont réussi à faire la filière de louée pour les Français, c'est quand même extraordinaire. Je te dis, je ne suis pas objectif parce que j'ai bossé pour eux. Moi, j'ai bossé pour Louer le Gaulois, donc c'est la même boîte. Donc le Gaulois, ils font des poulets, on va dire, standards et certifiés. Et Louer, c'est du poulet un peu plus qualitatif. Donc j'ai bossé pour les deux, donc je sais. Mais il faut tout. C'est-à-dire que si on pouvait nourrir toute la France avec du poulet label rouge, ça serait super. Sauf qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, il faut être logique, on ne peut pas. Tout le monde n'a pas les moyens non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres alternatives. Et donc pour ça, il faut être logique et pragmatique par rapport à ça. Il y a de tout. Bref, ils ont la lumière naturelle, l'alimentation, donc 100% végétaux et minéraux, 75% minimum de céréales. Voilà, ça c'est leur alimentation. Et la grosse différence entre le poulet label rouge et le poulet bio, pour ceux qui pourraient se poser la question, c'est globalement la même chose, il faut le savoir, c'est globalement la même chose. Les poulets de louée bio et les poulets de louée juste label rouge, c'est globalement la même chose, ils ont les mêmes conditions d'élevage. Simplement, la différence, c'est leur alimentation. Leur alimentation, en fait, elle provient de 90% minimum de produits agriculture biologique. Donc, les végétaux, minéraux et vitamines, donc, et des céréales, etc., des céréales qu'ils consomment, sont d'origine biologique. Voilà. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt de bouffer du poulet bio. Entre le label rouge et le bio, c'est une grosse différence de prix. Généralement, je prendrais quand même du label rouge. Si j'ai un budget limité, je trouve ça. Le rapport qualité-prix est plus intéressant. Le bio, c'est le mieux, mais ça ne changera pas grand chose selon moi. Donc voilà, en tout cas, par rapport à ça, tous les labels rouges ne se valent pas non plus. En termes de goût, en termes de plein de choses, selon l'origine, il y a des poulets jaunes, notamment dans le sud-ouest, des poulets blancs, des poulets noirs. Le poulet noir, c'est plus dans l'ouest de la France, Bretagne, etc. Sud-ouest, c'est plus le jaune, et généralement en France, de manière générale, c'est poulet blanc, on appelle ça. Donc voilà, vous avez le choix. Faites-vous plaisir. Les morceaux à choisir, généralement, c'est le filet. Le filet de poulet, c'est ce qu'il y a de moins calorique. Le pilon et la cuisse, c'est un peu plus calorique, mais pour les gens qui aiment, voilà, faites-vous plaisir. Les ailes aussi. Évitez de prendre des poulets frits, transformés ou marinés, etc. C'est vrai qu'il y a des poulets un peu marinés, c'est pas forcément ouf. Faites-le vous-même, hein, si vous voulez mettre des petits épices, des petits trucs. Faites un peu d'huile d'olive, un peu d'épices, de romarin, d'herbe de Provence, tout ça, c'est top. Donc le poulet, c'est génial. Obligé d'en manger tous les jours, mais c'est quand même génial par rapport à ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les poulets. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, éviter les produits transformés sur ça. Bref, on a fait le tour sur le poulet. Si vous avez des questions sur le poulet, vous m'écrivez. Bref, en tout cas, je n'ai plus de. Si, j'ai encore des actions, je pense, chez eux. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je sais d'ailleurs, j'en ai peut-être déjà parlé, je sais qu'il y a pas mal d'associations qui dénoncent hein, les conditions d'élevage dans les fermes, etc. au niveau de la volaille. Je sais que Loué le Gaulois en font partie, comme tous les producteurs hein, de volailles en France. Sachez une chose, c'est que c'est bien de tirer sur les volailles françaises, pourquoi pas, ça peut faire améliorer les choses, etc. Sauf que ce qu'il faut comprendre, et moi c'est ce qui m'a toujours buté, c'est que dans les restaurations par exemple, je ne sais plus quel est le pourcentage, mais je crois que 70% ou 80% de la volaille que vous consommez, elle est importée. Elle est importée de Belgique, de Luxembourg, d'Allemagne. Ils sont des gros producteurs de volailles. Et même dans les supermarchés, les tout premiers prix souvent, ou les cordons bleus très transformés, pas forcément le Gaulois parce que nous c'est français, mais d'autres marques. C'était un moment Brésil même perdu. Bref, c'est de l'importation. Donc oui, on peut tirer sur la filière française, mais sachez une chose, c'est qu'on est déjà en avance sur beaucoup d'autres pays. Donc déjà, premier critère, choisissez une volaille française, quand même, je vous le dis.
Au restaurant, c'est souvent les cantines, etc. Eux, ils se font pas chier, ils prennent le moins cher. Et du coup, le moins cher, c'est pas en France. Pourquoi? Parce qu'en France, justement, on a un cahier des charges plus élevé qu'à l'étranger. Justement, quand les volailles ont plus d'espace, du coup, il y a moins de rendement et donc le prix est plus élevé. Quand les volailles, elles mangent mieux, ça coûte plus cher. Enfin, tu vois, c'est un peu logique. Sauf que les administrations, les entreprises ou les grandes restaurations, ils en ont rien à branler et donc ils prennent le moins cher, souvent. Donc, vous, quand vous faites un choix, prenez de la volaille française. Vous choisissez, si possible, du label rouge. Si vous consommez peu de volaille de temps en temps, vous prenez du label rouge. Si vous consommez tous les jours et que vous n'avez pas forcément un budget énorme, peut-être prenez juste une marque que vous connaissez. Voilà. Sachez que les marques de distributeurs, c'est pas mauvais. Louer le Gaulois, notamment, on produisait pour les marques de distributeurs, comme tous les produits de marques de distributeurs d'ailleurs. Donc c'est les marques Leclerc, Carrefour, etc. C'est pas eux qui le produisent, c'est des marques produisent pour eux, si tu veux. Souvent, c'est quasiment les mêmes produits, les mêmes recettes. Tu as des yaourts, si tu regardes, c'est les mêmes recettes qui sont vendues en Danone ou en Carrefour, par exemple. C'est quasiment les mêmes recettes, juste le packaging qui change. Donc, si tu veux être curieux, tu peux regarder par rapport à ça. Tu vas te rendre compte que c'est un peu la même chose. Donc, tu peux faire des économies aussi comme ça, en évitant de choisir la marque et en choisissant une marque de distributeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas les frais de marketing. Les frais de marketing, c'est ce qui coûte le plus cher pour les marques. Et donc, du coup, si tu enlèves ça, les MDD, les marques de distributeurs, eux, ils ont moins de frais de marketing. Donc, et ils font moins de marge souvent aussi dessus sur les MDD, ça dépend en marque. Mais voilà, bref, pas rentrer dans le détail de la grande distribution, j'en parlerai plus en détail. En tout cas, voilà, c'est un sujet que je connais plutôt pas mal. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, ça a duré comme 51 minutes, punaise. Je parle trop, je parle trop sur ça, mais en tout cas voilà, si vous avez des retours, juste prenez des pincettes par rapport à tout ce que je vous ai dit, renseignez-vous par vous-même. Je ne me proclame pas expert alimentation sur tout ce que je vous ai dit, etc. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai appris là sur mes dernières années, et ce que j'ai aussi devant les yeux. Mais l'alimentation évolue selon telle ou telle source scientifique. Voilà, il y a quand même des choses un peu globales que je vous dis qui sont un peu d'accord pour tout le monde. Mais vous avez le droit d'avoir votre propre avis. Je serais curieux d'avoir le vôtre, si vous êtes d'accord, pas d'accord à ce que j'ai dit. J'essaie d'être assez objectif quand même par rapport à tout ça. Encore une fois, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Faites vos choix, trouvez un équilibre dans votre alimentation, faites-vous plaisir et tout ira bien. Tout ira bien si vous êtes actif, etc. Juste ne cherchez pas à prendre des baies de goji si aujourd'hui vous ne faites pas de sport, si vous ne marchez pas, si vous mangez KFC 5 fois par semaine, c'est pas la baie de goji qui va compenser. Voilà, c'est juste ça ce que je voulais dire. Là, c'est des aliments, oui, vous pouvez les incorporer, mais c'est le bas, c'est pas le haut de la pyramide encore une fois. Voilà. Bref, on se donne rendez-vous la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt. Ciao, bye.